C'est la suite des Sartois du Web. Juste avant de parler de jeux vidéo, on va aller du côté de Champagné où j'ai fait la connaissance de la directrice et professeure de danse d'Eagle Pole Studio, une école de pole dance. Découvrir, on revient juste après. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Eva Lagarde, je suis la directrice de Eagle Pole Studio, école de pole dance, mais pas que. J'ai ouvert en septembre 2020, ça fait du coup 2 ans, et on compte déjà environ 140 adhérents et le studio ne cesse de se développer de jour en jour. Eagle Pole Studio, c'est des cours de pole dance. On propose également des cours de cabaret, de chair dance, de burlesque. On propose également des stages d'effeuillage. On a des cours de pole dance pour les enfants de 8 à 15 ans. On propose également des cours de yoga. Il y a de nombreux stages de découverte durant l'année. Voilà, pour proposer au plus grand nombre la découverte de la pratique de la pole dance. À la base, moi j'ai commencé la pole dance en 2016 avec une copine. On voulait faire un sport toutes les deux en commun. À la base, je viens de Chartres et on a commencé la pole à l'Eclipse Studio à Nogent-le-Fait. Pour ma part, ça a été un véritable coup de cœur pour la discipline. Alors moi à la base il faut savoir que je n'ai jamais pratiqué de danse avant de pratiquer la pole dance. À la base je faisais de l'escrime, c'était dans une autre vie, c'était mon ancienne passion. Allez, assez parlé, démonstration. Donc après quand j'ai commencé la pole en tant que loisir et que ça a pris cet engouement en moi, j'ai rapidement voulu me lancer dans l'enseignement de la discipline. Donc j'ai fait une formation au studio Françoise à Sèvres pour du coup pouvoir me permettre d'enseigner la discipline, avoir toutes les connaissances nécessaires aussi au niveau de l'anatomie. Puis la formation avec Doris Arnold qui est qui a été championne du monde de pole dance, championne de nombreux titres. J'ai aussi également beaucoup appris de la directrice Cécile Morel avec qui j'ai commencé la pole du coup à Chartres, qui m'a aussi transmis sa passion et son savoir-faire dans l'enseignement. Alors la pole dance, il y a énormément de bienfaits dans cette discipline-là. Outre le fait de se muscler, évidemment, le corps, c'est surtout un énorme gain de confiance en soi. On arrive très rapidement à faire des figures qui ont un aspect assez impressionnant. Donc déjà, c'est ça qui crée la confiance en soi et qui rend aussi la discipline addictive. C'est vraiment une discipline qui permet de se valoriser soi-même. On est confronté tout le temps en fait à son apparence face au miroir. Donc si on a des complexes ou autres, ça permet en fait de nous assumer. On est en tenue légère pour pratiquer la pole, c'est plus ou moins obligatoire parce que c'est la peau qui permet de tenir, d'adhérer sur la pole. Donc être confronté à son image perpétuelle face au miroir, ça permet de s'accepter tel qu'on est. Ça permet aussi de vaincre certaines peurs. Si on a peur par exemple du vertige ou autre, là c'est parfait pour vaincre ces peurs-là. J'ai plusieurs élèves qui ont pu vaincre leur peur du vertige grâce à la pratique de la pole, de réaliser des figures tête en bas avec seulement une accroche du genou par exemple, et ça les a énormément aidés pour vaincre cette peur-là. Alors il y a 4 professeurs, donc il y a moi-même, j'enseigne les cours de pole dance, de pole ultimate, il y a aussi des cours de pole combo, donc ça va être un créneau d'1 heure où les combos en fait à la pole ça va être des enchaînements de figures pour faire des petites chorégraphies. Je propose également des cours de souplesse. On a aussi Romane qui donne les cours de pole initiation débutant. Elle donne aussi les cours de pole junior pour les jeunes de 8 à 15 ans. On a Timothée qui donne les cours de sexy cabaret, chair dance, burlesque et qui propose aussi des stages d'effeuillage. Et on a Isor qui propose des cours de yoga tous les vendredis soirs. Alors si j'avais un super pouvoir, ça serait d'avoir des journées beaucoup plus longues parce que être directrice de studio, ça prend énormément de temps. Alors évidemment, c'est un travail qui est une véritable passion, mais ça prend énormément de temps de gérer le studio, de gérer les élèves, de faire le ménage, de préparer les cours. Donc des journées plus longues, ça serait l'idéal. Alors, on
peut me retrouver sur Facebook, sur Eagle Pole Studio directement sur la page officielle. Également sur Instagram, eagle.pole.studio. On a également une chaîne YouTube où je propose des tutoriels de figures pour les débutants. On a également notre site internet évidemment, www.eaglepolestudio.fr. Si vous voulez envoyer un mail, du coup c'est eaglepolestudio@gmail.com. Donc je compte sur vous pour venir réserver votre premier cours d'essai sur notre site internet, venir tester la discipline, rencontrer toute l'équipe des professeurs. Les cours sont limités à maximum 12 élèves. Le studio se trouve à Champagné, dans la zone d'activité La Forêt, donc 20 rue Gustave Eiffel, à Champagné. Merci beaucoup pour l'accueil, Eva. Donc c'était à 10 km du Mans, à Champagné. Et maintenant, on va parler de jeux vidéo. C'est parti. Et pour en parler, place à Fury. Salut Fury, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. Donc tu as ramené pas mal de matos sur la table. On en parlera durant toute la chronique. Mais tu as des petites anecdotes sur Mario aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc le premier jeu dans lequel Mario a été mis en scène, une petite anecdote sympa. En fait, Mario, ça devait être un jeu... Le jeu s'appelle Donkey Kong, du coup, le premier jeu qui met en scène Mario, et ça devait être un jeu avec Popeye, au final. Donc Popeye, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un célèbre personnage de comics qui est né dans les années 20. Et donc ce jeu devait mettre en scène Popeye qui devait sauver Olive des mains de Brutus. Et parce que Nintendo, à ce moment-là, essayait de s'implanter sur le territoire américain, dans le jeu vidéo. Et ils avaient fait des flops avec des bornes d'arcade, donc ils négociaient les droits de Popeye, c'était en bonne voie pour ce faire. Et du coup, ils ont développé un jeu là-dessus. Au final, ils n'ont pas obtenu les droits. Voilà, bon, manque de chance. Et il fallait quand même sortir le jeu assez rapidement. On est début des années 80, fin 70, début 80 aux États-Unis. Donc, en dernier recours, ils ont changé totalement les personnages et puis ils ont créé Mario, alors qu'il y a un charpentier à la base. C'était pas un plombier. D'accord, voilà, c'est un charpentier. Et puis c'est devenu un jeu Donkey Kong. Alors Donkey Kong est devenu, donc là on a quelques images. Donkey Kong est devenu un personnage très célèbre et il a pris un petit peu le dessus sur Mario, parce qu'il était le héros du jeu, c'est Mario, mais en fait la star du jeu c'était un petit peu Donkey Kong, donc il s'est vendu plus de 100 000 bornes aux États-Unis à l'époque. Et puis ça a valu un procès à Nintendo. Un procès avec les studios Universal qui détenaient les droits de King Kong, puisque Donkey Kong est inspiré. D'accord. On peut le voir, mais il y a quand même une différence. On voit que c'est pas King Kong. On voit bien que c'est pas King Kong, ouais, mais voilà, c'était inspiré un singe géant. Ouais. Et puis ils ont gagné le procès grâce à un avocat qui s'appelle Kirby. Et puis ils ont décidé du coup de faire un hommage à Kirby grâce à un personnage dont des jeux vidéo sortent encore aujourd'hui, puisqu'il y a eu au mois de mars un jeu Kirby sur la Switch. C'est ça. Voilà. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Kirby. Voilà, tout ça explique. Voilà pourquoi ça s'appelle Kirby, et puis voilà comment est né Mario du coup. Voilà, tout simplement. Donc à la base, ça va être Popeye, mais bon. Ça devait être Popeye, ouais. Manque de bol. Voilà. Et ensuite, tu as parlé des homebrew. Ouais. C'est quoi exactement? Ouais. Alors les homebrew, ce sont des jeux qui sont faits maison par souvent des amateurs ou des gens qui ont quand même quelques compétences dans le domaine, mais qui ne sont pas forcément des professionnels, qui n'ont pas de studio et qui se lancent. Donc j'ai ramené un petit exemple de 2 cassettes qui sont sorties. Donc c'est celle-ci, c'est ça? Ouais, les cassettes qui sont là. Donc on a un jeu qui est sorti, donc que tu tiens dans les mains, qui est sorti en 89. Okay. Et l'autre jeu qui a la même forme, il est sorti en 2019. Donc ce sont des jeux qui sont sortis sur la même console avec 30 ans d'écart. Voilà. C'est beau. C'est beau. Donc c'est des gens assez fous, mais dans le bon sens du terme, qui dépensent un temps monstrueux, qui font pas ça pour l'argent, clairement par passion, pour sortir des jeux sur des vieilles machines qui ont plus de 30 ans. Puisque la NES, chez nous, elle est sortie en 87 et au Japon en 80. Elle s'appelait la Famicom. Elle est sortie en 83. Voilà. Donc il y a encore des jeux qui sortent aujourd'hui sur ces machines-là. Et donc il y a un studio qui édite ces jeux et qui les vend, qui s'appelle Brock Studio, qui a été fondé par Antoine Gohin. Et lui, Antoine, il n'est pas étranger en fait des homebrew du tout, puisqu'il en a créé un en 2017. Alors je l'ai ramené aussi. Il a tout, c'est merveilleux. Twin Dragons. Oui, je connais.
On avait parlé à l'époque sur Radio Alpa de Twin Dragons. Et puis il avait un stand au Geek Life Aussi. Festival. Twin Dragons donc, qui est sorti en 2017, qui est un petit jeu de plateforme très sympa que Antoine a développé avec d'autres, avec des collègues. Et qu'il a sorti sur NES aussi. Et puis j'ai ramené un autre exemple parce que ça existe depuis longtemps, les homebrew, et ça sort sur plein de machines. Donc là j'ai ramené un exemple sur, si tu peux montrer à la caméra, sur Mega Drive, qui est sorti ce mois-ci. Sur une machine qui est sortie en 90, dans les années 90 chez nous. Donc c'est un jeu de plateforme super sympa et les personnes qui font des homebrew sont très passionnées, donc elles vont jusqu'au bout. La musique, la notice, la boîte, tout est inspiré de l'époque. En fait, c'est comme si on était dans les années 90 ou 80 et qu'on achetait notre jeu neuf, c'est ça. C'est ça qui est génial, ouais. C'est comme si on était à l'époque et qu'il y avait encore des jeux qui sortaient, donc c'est super. Et puis, c'est des jeux plug and play, donc on met la cartouche, on peut jouer direct, il n'y a pas de téléchargement, il n'y a pas de mise à jour. Et ça sent bon les années 80-90, donc c'est super sympa. Et puis, donc, Micromage qu'on montrait tout à l'heure, celui qui est sorti en 2019, celui-ci, c'est un jeu coopératif. On peut jouer sur la NES jusqu'à 4 joueurs avec un accessoire, avec le multitap. Et donc, on doit essayer de sortir des donjons, de battre des boss en coop jusqu'à 4, quoi. Donc, c'est pareil, c'est super chouette de pouvoir jouer à 4 sur des vieilles machines comme ça. Ça marche super bien, c'est très agréable. Et donc, les homebrew, souvent, ils sont lancés en financement participatif sur des plateformes comme Kickstarter ou Ulule. Donc, les gens pour aider les développeurs à créer leur jeu, à le sortir sur les vieilles machines. On peut acheter la version physique, donc comme celle que j'ai ramenée là, avec le petit livret et tout, mais ils sortent aussi en digital, très souvent, en version digitale, pour beaucoup moins cher, pour les gens qui n'ont pas la machine chez eux, qui veulent quand même tester le jeu. Donc voilà, jetez un œil sur Brock Studio, sur leur site. On peut acheter en physique. Je ne sais pas s'ils proposent en dématérialisé, mais en tout cas, quand les jeux sortent, souvent, quand ils sont kickstartés, on peut l'acheter sur ordinateur, quoi. Ouais, donc en dématérialisé ou alors en physique, mais c'est quand même plutôt sympa, je trouve, d'avoir dans sa bibliothèque des nouveaux jeux mais qui sortent sur d'anciennes consoles. Juste pour finir, ça prend combien de temps avec le financement et pour créer le jeu plus tout ce qui va autour? C'est très variable. Là, pour TCK, par exemple, ils ont voulu lancer le Kickstarter, le financement, une fois que le jeu était fini, quasiment. D'accord. Quasiment. Ce qui fait que ça s'est fait en quelques mois. Par contre, il y a des jeux que j'ai kickstartés il y a 1 an et demi qui sont toujours pas sortis. Oui, donc ça fait quand même des années. Ça peut être très long. Il y a des cas où ça a pris même 5-6 ans. C'est rare d'en arriver jusque-là, mais en moyenne, c'est entre 1 et 2 ans pour que le jeu sorte. Donc il faut un peu de patience. Il faut être patient. Mais ça finit par sortir. Ça finit par sortir et à la fin, le résultat est super chouette. En tout cas, merci Fury pour toutes ces belles choses, ces belles anecdotes. Tu reviens le mois prochain pour de nouvelles infos, de nouvelles anecdotes sur le jeu vidéo. Et dans quelques instants, on va se faire peur avec Halloween. Et surtout, je vais recevoir Laura et Jocelyn. À tout de suite.